Bonjour à tous. On a prédit 100 fois sa mort avec la fin du fioul et la disparition annoncée du gaz. Pourtant, dans une conjoncture économique très difficile en 2024, la chaudière s'en est très bien sortie. Les ventes des fabricants ont grimpé de 14,1% selon les données d'Uniclimat et celles des distributeurs sont demeurées stables selon les chiffres de Coedis, alors que dans le même temps, les ventes de pompes à chaleur s'enfonçaient dans le rouge. En 2025, la chaudière reste à nouveau stable et s'en sort plutôt bien dans un marché toujours compliqué. Dans cette émission, nous allons tenter de comprendre comment la chaudière s'adapte pour mieux résister à tous ces facteurs de crise. Et nous allons mettre un accent particulier sur le biofuel, une énergie nouvelle qui semble promise à un bel avenir. Autour de la table avec nous, la FF3C, représentée par son président Emmanuel Ampeau. Bonjour. Bonjour. Donc FF3C qui représente notamment les distributeurs de fuel. Equeno, filiale du groupe Ariston, spécialiste des brûleurs, représentée par son directeur général Alexandre Witkowski. Bonjour Alexandre. Bonjour. Avec nous également Hicham Osman. Vous êtes chargé d'études au sein du pôle combustion du CETIA, le Centre des industries techniques aérauliques et thermiques. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Et Pascal Housset, président de l'UMGCCP à la Fédération française du bâtiment. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'a dit, la chaudière s'adapte. L'une des meilleures illustrations de cette capacité d'adaptation, c'est le biofuel. Alors, en 2021, le gouvernement a annoncé l'interdiction des chaudières neuves fonctionnant au fioul et au charbon. Et l'affaire s'est concrétisée le 6 janvier 2022 avec la parution du décret 300 qui interdit l'installation des appareils de chauffage neufs dépassant un plafond d'émissions de gaz à effet de serre, plafond fixé à 300 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure PCI, ce qui de fait condamne le fioul. Or, rapidement, la filière est passée du fioul au biofuel avec l'arrivée du F30, qui demeure sous ce plafond réglementaire. Emmanuel Ampeau, je me tourne vers vous. Le fioul se retrouve donc à ce moment-là dans le collimateur des pouvoirs publics du fait d'une teneur en CO2 élevée. Première question, est-ce que vous partagez quand même le constat des pouvoirs publics? C'est une énergie carbonée de fait. Oui, bien sûr. On peut pas se voiler la face à ce sujet. Le réchauffement climatique, c'est à la fois une préoccupation pour nos entreprises, pour les dirigeants que nous sommes, c'est aussi un constat partagé. Donc on n'a jamais eu de cesse finalement que d'accompagner la transition énergétique de nos clients en leur proposant des produits adaptés. Nos entreprises sont autrefois passées du charbon au fioul domestique et aujourd'hui elles passent du fioul domestique au biofuel. Et en fait, voilà, dans cette volonté de décarbonation, ce que vous ne partagez pas potentiellement avec les pouvoirs publics, du moins ceux de l'époque, c'est de vous dire qu'il n'y a plus de place pour le fioul. C'est ça, la vision des pouvoirs publics, elle est quand même très 100% électrique. Et malheureusement, on s'aperçoit que notre regard de professionnel nous amène chez nos clients, et M. Housset pourra en témoigner. Parfois, le tout électrique n'est pas la solution. Et dans ces cas-là, une énergie liquide de chauffage, quelle qu'elle soit, est finalement la plus décarbonée possible, est vraisemblablement la meilleure solution. Donc pour résumer, vous dites oui à la décarbonation, mais conserver du fioul là où c'est nécessaire. Et donc la seule réponse à ça, c'est le biofuel. Oui, c'en est une en tout cas tout à fait pertinente, d'autant plus que ce biofuel comporte du biocombustible 100% français. Donc c'est très intéressant, ça soutient la filière agricole et ça ne rentre pas en concurrence avec l'alimentation humaine. Hicham Osman, c'est le CETIA que vous représentez, au sein duquel vous travaillez, qui dès le début a été chargé de vérifier la compatibilité des chaudières avec ce biofuel. Alors, qu'est-ce que vous testez? D'abord, je crois que ce n'était pas tout à fait vos premiers tests à ce moment-là, en 2022. Il y avait déjà un historique pour regarder un peu ce qu'il en était des biocarburants, biocombustibles. Tout à fait. CETIA s'est engagé depuis le milieu des années 2000 dans des études sur du biocombustible comme alternative au fioul domestique suite à la préoccupation croissante dans le secteur de chauffage sur les émissions de CO2. Les premiers essais ont été réalisés en 2007 avec des chaudières alimentées avec des huiles brutes et depuis là, plusieurs états de l'art ont été réalisés pour suivre les propriétés physiques et chimiques des biocombustibles alternatifs au fioul domestique, notamment les MAG et les HVO. En 2022, un tournant majeur a eu lieu avec l'annonce de la ministère de la Transition écologique sur l'interdiction des installations des chaudières neuves, avec la publication aussi du seuil des émissions de CO2, de 300 grammes de CO2 par kilowattheure sur PCI, ce qui a accéléré les études sur des biocombustibles. Et dans ce contexte, CETIA a réalisé une étude sous l'égide du BNP,
anciennement appelé BNP, actuellement c'est le BNULIP, de suivi sur site sur des chaudières alimentées avec deux types de biocombustibles, F10 et F30. L'objectif F10, 10% des MAG colza, mélange avec du fuel domestique, et F30 c'est les 30% des MAG mélangés avec le fuel domestique. Et l'objectif de ces essais était de préparer la mise sur le marché de ces deux types de biocombustibles et élaborer des spécifications techniques sur la qualité des biocombustibles à incorporer avec le fuel domestique. En parallèle, au CITIAT, on a réalisé une étude en 2021. On a lancé un projet d'action collectif en collaboration avec les fabricants des appareils du génie climatique, les partenaires du CITIAT, donc Uniclimat, FF3C, Biofuel et Unospec. L'objectif de ce projet était d'évaluer l'utilisation du biocombustible de type F30 dans les chaudières, étudier sa stabilité au stockage dans différents types de stockage et sa compatibilité avec les matériaux. Suite à cette étude, on a publié une fiche conseil à destination des installateurs qui contient des recommandations pour les nouvelles installations compatibles F30 et la transformation des installations existantes en des installations compatibles F30. Donc ça, c'est déjà effectivement un premier gros travail, c'est de remettre la filière au bon niveau d'information et de se dire, voilà, le biofuel, ça change une partie des paramètres. Oui. Dans ce que ça change, il y a évidemment les brûleurs, puisqu'il est possible, rappelons-le, de ne remplacer que le brûleur d'une chaudière fuel. Et ça tombe bien, Alexandre Witkowski, le brûleur, c'est votre métier. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous aviez déjà en stock ou en catalogue des brûleurs biofuel chez Queno? Est-ce qu'il a fallu réinventer une gamme? Finalement, comment on réagit quand on est fabricant de brûleurs à cette nouvelle réglementation et à cette nouvelle donne? Finalement, il y a eu relativement peu de changements sur les brûleurs existants qui ont été nécessaires. Donc on a changé un certain nombre de composants qu'il fallait absolument changer. On a changé la physionomie de la tête de combustion, l'endroit où va se créer la flamme en réalité. Et c'était relativement simple, d'une part au travers de l'expérience que peut avoir Queno, puisque depuis plus de 100 ans on produit des brûleurs et on sait produire à peu près des brûleurs qui brûlent absolument tout ce qui est gazeux ou liquide aujourd'hui. Et on avait également une expérience préalable, puisque la principauté de Monaco avait décidé, avant la mise en place du F30, de passer en 100% renouvelable, donc sur un équivalent F100. Et on a été sélectionné justement pour produire ces brûleurs, donc pour la principauté de Monaco, et on les a implémentés et ça fonctionne très très bien. Donc on avait une expérience effectivement pratique et aussi l'expérience en tant que producteur de brûleurs. Donc finalement, ça a été assez vite de mettre à disposition soit des fabricants de chaudières neuves, soit des installateurs pour du remplacement, une gamme compatible avec les prescriptions du CETIAT. Aujourd'hui, on a une gamme complète standardisée jusqu'à 2 MW qui fonctionne très bien au biofuel, donc aujourd'hui F30. On a gardé pour le petit brûleur, pour laisser un petit peu de temps aux installateurs de passer d'une technologie à l'autre, on a gardé pour le plus petit modèle, on a gardé une version standard sur du fuel normal. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a une passation très très rapide qui est en train de se faire, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas utiliser un brûleur F30 aujourd'hui à la place de ce brûleur standard qu'on va mettre normalement en place en remplacement d'un brûleur existant. Pascal Housset, Emmanuel Ampo le citait tout à l'heure, il reste des configurations où on ne peut pas se passer du fuel. Vous êtes installateur en Seine-et-Marne, donc Île-de-France, mais déjà l'Île-de-France plutôt rurale. Vous êtes président de l'UMGCCP. Vous partagez ce point de vue, c'est-à-dire que vous dites oui, on peut électrifier, mais peut-être pas tout? Oui, tout à fait. Alors déjà, notre position, historiquement, ça a toujours été de prôner le mix énergétique, la bonne solution au bon endroit. Donc bien évidemment, notamment en milieu rural, on voit bien que ça a ses limites. On ne peut pas mettre de toute manière, d'une manière générale, pour pas mettre des pompes à chaleur partout non plus. Et donc le fuel, qui est quand même une énergie qui est appréciée de beaucoup de nos concitoyens, qui leur donne satisfaction en termes de confort de chauffage et d'eau chaude. Nous sommes dans cette démarche également de filière pour décarboner les usages, les bâtiments. Donc la solution biofuel tombe à point nommé. Côté installateur, on pouvait avoir quelques appréhensions justement par des changements de mise en œuvre, des changements techniques. Et finalement, ça s'est très bien fait. D'abord parce que, comme ça a été dit tout précédemment, on a eu des préconisations qui nous ont été faites par le CETIAT et relayées par les industriels, qui nous a permis d'avoir très rapidement et maintenant de manière plus massive des installations biofuel chez les particuliers. Et donc tout ça se formalise dans une démarche Biofuel Expert. Dites-nous-en un mot, en quoi ça consiste finalement ce petit répertoire des entreprises engagées?
C'est gagner en visibilité déjà pour les particuliers et aussi pour des communes, pour même le tertiaire, de pouvoir identifier des installateurs, des artisans, des entreprises qui ont ce savoir-faire sur l'installation et la maintenance également, parce qu'on parle d'installation, mais il y a aussi la notion de maintenance des systèmes biofuel. Donc on a souhaité, organisation professionnelle, c'est-à-dire avec la fédération, mais également avec nos collègues de la CAPEB, avec notamment mon confrère Jean-Claude Rancurel, mettre en place un réseau identifié, donc expert pour les installations biofuel. Emmanuel Ampeau, c'est une bonne nouvelle pour vous finalement que les installateurs s'emparent de la chose. Ça veut dire qu'il y a maintenant en France en construction un réseau de pros à qui on peut s'adresser si on veut du biofuel. Et au regard, je suppose qu'il y a du biofuel à peu près partout en France ? Oui, alors aujourd'hui, on a un état des lieux qui est simple. On a 395 établissements qui proposent du biofuel, avec un maillage qui reste encore perfectible, en particulier en Corse et dans quelques zones du centre de la France. Mais on est vraiment en bonne voie pour qu'un distributeur de fuel proposant du biofuel soit accessible pour chaque consommateur. Et on a 17 dépôts primaires, raffineries ou dépôts primaires qui proposent ce produit à la vente. Donc le maillage est là et le produit existe. Alexandre Witkowski, on a parlé brûleur, donc passage au biofuel, c'est soit je remplace ma chaudière et auquel cas on remplace tout l'appareil, soit effectivement, vous en parliez, l'installateur fait des travaux de maintenance et à cette occasion change un brûleur. Comment se porte ce marché du brûleur, puisque toute votre gamme est F30, ça se porte bien ? Très très bien, il y a une progression qui est très importante depuis 2 ans, qui a 2 chiffres aujourd'hui et qui se maintient de façon très très régulière et c'est très réjouissant de voir ça et de voir ce développement. Et donc quand on parle de remplacer le brûleur, un des points importants c'est aussi, parce qu'on parle beaucoup de carbone, vous avez tendance je crois à considérer que remplacer juste un brûleur dans une chaudière, c'est peut-être un petit peu moins lourd en carbone que de déposer toute la chaudière pour y mettre un autre appareil de chauffage. Tout à fait. Le premier aspect, c'est que c'est quelque chose de simple. En règle générale, on va changer un brûleur parce qu'on en a le besoin. C'est pas quelque chose qui est planifié, hormis si on a vraiment le souci de vouloir rentrer dans une démarche de réduction de CO2. Mais la grande majorité des personnes aujourd'hui changent le brûleur parce qu'elles ont le besoin de le changer. Et dans ce cadre-là, le premier aspect dont il faut tenir compte sur l'aspect biofuel, c'est qu'effectivement, c'est très simple. Il suffit de prendre l'ancien brûleur, de mettre un nouveau brûleur F30 en position et de le démarrer. On n'a pas besoin de changer le combustible à ce moment-là. C'est-à-dire que la personne qui va utiliser ce brûleur va pouvoir déjà continuer à utiliser le fuel qui est dans la cuve. Et vider sa cuve. Oui. Exactement. Ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point, c'est que c'est relativement simple aussi pour la transition pour l'installateur. Aujourd'hui, les préconisations sont connues. C'est des petites améliorations qui sont à mener. Ensuite, ce n'est pas un grand projet de changer un brûleur. Donc ça va relativement vite. Dans la journée, c'est fait. C'est relativement peu onéreux. Si on commence à réfléchir à changer une installation complète, on parle de coûts qui sont en moyenne 20 fois supérieurs au changement seul du brûleur. Donc il y a un certain nombre d'avantages de mettre en place ce produit. Et pour finir, l'aspect écologique. Il n'y a pas que l'utilisation du F30 qui va apporter une réduction de CO2, mais le fait de continuer à utiliser une installation existante, c'est-à-dire ne pas la remplacer entièrement, et c'est un des facteurs importants de production de CO2, le fait de réutiliser son installation, aujourd'hui, c'est un aspect écologique qui est très important. Alors on vient de voir comment ce produit s'était installé finalement en assez peu de temps, parce qu'une échelle de temps de 3 ans, c'est pas très très long, surtout dans le bâtiment qui est toujours réputé pour être peut-être un petit peu plus inerte que le reste de l'économie. Et il reste quand même du chemin à parcourir. Emmanuel Ampeau, première question sur ce point. Les pouvoirs publics, vous le disiez, aiment avant tout l'électrification des usages. C'est à la mode, c'est important d'ailleurs. Et on a pu avoir le sentiment qu'ils n'avaient pas forcément une perception très positive du biofuel. Alors au-delà des aléas politiques et des variations de coalition et de ministres,
Est-ce que dans l'administration, dans les interlocuteurs que vous avez, vous sentez que ça bouge un peu et que peut-être on regarde le biofuel avec un petit peu moins de mépris qu'il y a 3 ans, ou est-ce que ça reste compliqué? C'est vrai. Alors je crois que les lignes bougent un peu. On le voit, c'était un produit qui était d'abord complètement ignoré. Il a fallu que ce produit rentre dans le vocabulaire habituel et que nos consommateurs, déjà à commencer par eux, connaissent ce produit. Ça, je crois que c'est fait. Aujourd'hui, les pouvoirs publics sont conscients de l'existence de cette alternative. Elle existe, elle n'est pas suffisamment promue, tout simplement parce que ce produit est taxé comme une énergie 100% fossile. Et c'est là qu'il y a encore un énorme travail à accomplir, c'est de réussir à obtenir une défiscalisation de la part de biocombustibles qui se trouvent dans le biofuel, que ce soit du F30, du F55 ou plus tard du F100. C'est vraiment ça qui le rendrait compétitif et qui permettrait même d'accélérer la décarbonation de ses usages. Et oui, parce qu'aujourd'hui, avec un produit peut-être un petit peu plus cher à la production et une taxation similaire à celle des produits pétroliers, on se retrouve avec un biofuel légèrement plus cher qu'un fuel standard. Voilà, alors on se retrouve avec un biofuel qui au litre est un peu plus cher que le fuel normal. Par contre, il est vrai que lorsqu'on change de matériel, on a des économies immédiates liées à la quantité d'énergie qu'on consomme. Et là, de ce fait-là, ça vient rééquilibrer les choses. Mais pour autant, une incitation fiscale serait évidemment nécessaire. Hicham Osman, Emmanuel Ampeau parlait F55, F100. J'imagine que pour le CETIA, ça veut dire de nouveau de la caractérisation et de la recherche appliquée pour voir, comment on norme ces produits et puis 2, comment les appareils se comportent avec une part de plus en plus grande des MAC de colza à l'intérieur. Oui, alors les études au CETIA se poursuivent. Actuellement, on a lancé un projet en 2023 qui vise à évaluer l'utilisation du biocombustible liquide pur F100 dans les chaudières domestiques, donc via des essais d'endurance sur 4 chaudières. En parallèle, on a lancé des essais de stabilité, suivi de stabilité de ce biocombustible F100 stocké dans des différents cuves de stockage, dans des différentes conditions de stockage, et on a suivi tous les 2 mois les différents paramètres de stabilité de ce biocombustible. Ensuite, ce biocombustible stocké vieilli, il était aussi utilisé dans les chaudières, donc en total, on a fait plus de 12 000 cycles avec jusqu'à 2000 heures de fonctionnement sur chaque chaudière. Et les résultats de cette étude est très encourageant. On va publier aussi une fiche conseil à destination des installateurs pour les nouvelles installations compatibles F100 et compatibles aussi avec n'importe quel pourcentage allant du 30 jusqu'à 100%. D'accord. Et le calendrier pour le F55, par exemple, s'il est amené à se déployer, il faut l'attendre à quel horizon? Alors nous, on a fait l'étude théorique, technique sur les appareils pour préparer la mise sur le marché de ce biocombustible du type F55 ou bien du type F100. On a en fait le BNELIP mandaté par la Direction Générale d'Énergie et du Climat, la DGEC, nous a sollicité pour la réalisation des essais de suivi sur site sur des équipements, sur des installations alimentées avec du F55 et du F100. Donc l'objectif de ces essais, c'est de préparer la mise sur le marché de ce biocombustible et préparer des spécifications techniques sur la qualité de ce biocombustible. Et à horizon 2027, on va pouvoir élaborer une spécification sur ces 2 types de biocombustibles et mettre sur le marché ces 2 types de biofuel. Ok, donc encore 1 an et demi à attendre avant une arrivée sur le marché. Alexandre Witkowski, Queno participe à ces essais. Alors je ne suis pas sûr que les résultats aient été publiés, mais qu'est-ce que vos produits laissent penser? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes inquiet de ces essais ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, ça va aller puisque finalement nos brûleurs peuvent passer les générations suivantes? On est très positivement surpris. Alors effectivement, on participe aux essais. Ils ne sont pas finalisés parce que comme dit, maintenant on va passer aux essais sur site. Ce qui est important aussi. Aujourd'hui, on est très positivement surpris pour une raison très simple, c'est qu'on a mis à disposition de ces essais des brûleurs standards qu'on vend, F30, pour faire ces essais. Et aujourd'hui, les résultats sont très très bons. C'est-à-dire que ça augure d'une possibilité d'utiliser ces brûleurs qu'on met aujourd'hui en place chez nos clients, au travers des installateurs en France, et de pouvoir les utiliser demain sur une utilisation F100. Donc voilà, c'est un message très positif et qui aujourd'hui me pousse, je dirais, au nom de Queno, de dire il faut aller très rapidement sur le F100 et peut-être laisser tomber la case intermédiaire F55. Vous voulez passer tout de suite au F100? On a parlé tout à l'heure, à un moment donné, le nerf de la guerre sera l'argent.
Donc, si on peut avoir un avantage en termes de taxation pour un produit 100% renouvelable, autant y aller tout de suite. Pourquoi passer par une étape intermédiaire, puisqu'il va falloir qu'on aide un petit peu nos gouvernants à prendre les bonnes décisions par rapport à un produit 100% renouvelable, produit en France. Donc, autant y aller tout de suite. En tout cas, au niveau technologique, nous, on est prêts. Emmanuel Ampeau, F30, alors fuel traditionnel, F30, Oui. F55, F100, ça veut dire que vos adhérents à la FF3C vont avoir autant de circuits de stockage ou à un moment il faudra faire des choix? Alors non, la difficulté, c'est effectivement la logistique. Nous, nos entreprises sont principalement des entreprises de logistique. Il y a une véritable contrainte, c'est qu'il n'y aura pas de coexistence de plusieurs produits. On conservera vraisemblablement un fuel 100% fossile pour les installations existantes et on aura ensuite un biofuel qui est aujourd'hui le F30, qui sera le F55 en 2027 et qui sera le F100 le plus rapidement possible. Je partage votre constat et votre souhait. Simplement, il faut laisser le temps à la filière de s'organiser. Alors pas la filière dans nos métiers parce que distribuer du F55 ou du F100, il n'y a pas de difficulté majeure. Par contre, la filière agricole doit être capable de nous fournir ses produits. Aujourd'hui, le marché du fuel domestique, c'est 4 millions de mètres cubes par an qui sont vendus sur notre territoire. Et une substitution trop rapide par du biofuel 100% bio poserait des problèmes d'approvisionnement produit, tout simplement. Et donc, du coup, des importations qui n'iraient pas forcément dans le sens de ce que disait Alexandre Witkowski d'une énergie locale. On connaît l'allergie qu'on peut avoir en France et qui est logique envers les produits bio qui ne seraient pas sourcés de manière convenable et qui proviendraient d'huile de palme ou de je ne sais quel produit. Donc là, on est vraiment sur un biofuel 100% français provenant d'ester méthique de colza, 100% français. Donc c'est la raison de ce déploiement à petite vitesse, si j'entends ce que vous voulez dire, mais qui est déjà pour notre filière suffisamment rapide. Les organisations agricoles sont de votre côté? Ça les intéresse, du coup? J'imagine pour des agriculteurs, c'est des débouchés nouveaux. Oui, tout à fait. Aussi bien l'aspect biocarburant que l'aspect biocombustible, ils sont tout à fait partie prenante de ces sujets. On a beaucoup parlé biofuel, on va y revenir un peu. On va faire une petite parenthèse sur le gaz vert, parce que c'est un sujet un tout petit peu moins mature peut-être pour l'instant que le biofuel, mais qui est assez prometteur. Encore confidentiel, donc ces gaz verts sont amenés à prendre une place prépondérante après 2030 selon les projections de la filière avec des technologies très variables comme la méthanisation qui est en place aujourd'hui, la pyrogazéification qui va arriver. Pascal Housset, pour vous, installateur et président d'organisation professionnelle, c'est le pendant. C'est-à-dire évidemment, on décarbone le fuel. Décarboner le gaz, c'est au moins aussi important à vos yeux? C'est essentiel. En fait, on aime à dire, depuis un petit moment déjà, c'est pas les chaudières qu'il faut interdire, c'est l'énergie qu'il faut verdir. Donc si on veut décarboner, il ne faut pas tirer à vue sur la production de chaleur de type chaudière, mais c'est bien décarboner l'énergie qui est utilisée dans les machines. Donc on est persuadé effectivement que la réussite dans le temps pour décarboner les systèmes de chauffage, c'est effectivement d'accélérer le plus rapidement possible qu'on passe en bio. Donc on a évoqué longuement là sur le biofuel qui avance très vite et nous installateurs on s'en réjouit parce que on a un très bon accompagnement aussi sur l'adaptation des systèmes. On l'a vu, mise en œuvre et maintenance. Et pour le gaz, on aimerait que c'est effectivement que les contrats, notamment biogaz, avancent plus vite parce qu'aujourd'hui, la production, on voit qu'elle avance, peut-être pas encore suffisamment rapidement, mais ce qui va être important aussi, c'est les contrats qui vont être faits avec le consommateur. Il faut que ces contrats, ils passent en biogaz pour pouvoir avoir du sens également vis-à-vis des pouvoirs publics. Et ça rejoint ce mix énergétique dont vous parliez, c'est-à-dire qu'il y a des maisons hors peut-être du réseau de gaz naturel, pas très bien isolées, un peu grandes, peut-être en bout de ligne électrique où la pompe à chaleur est une solution difficile à envisager, donc le biofuel a son intérêt. De la même façon, le gaz, peut-être que dans le collectif ou dans certains vieux appartements parisiens ou autres, c'est difficile d'imaginer de s'en passer. Oui, tout à fait. Encore une fois, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des industriels qui, très vite, ça a été dit par Queneau tout à l'heure, très vite ont su mettre à disposition des produits adaptés. C'est vrai pour le fuel, c'est vrai pour le gaz, puisque
la totalité quasiment des chaudières vendues aujourd'hui au gaz sont compatibles gaz vert, biogaz. Donc aujourd'hui, les technologies existent. Donc là, c'est vraiment maintenant les réseaux d'énergie qui doivent se verdir pour pouvoir décarboner et ne pas pénaliser ces systèmes-là face au tout élec, au tout pompe à chaleur. Hicham Osman, le CETIA travaille aussi sur ces sujets de gaz vert, ou du moins y a travaillé. Petite question sémantique, peut-être, différence, on entend biogaz, biométhane. Comment on trace la ligne entre les deux ? Alors, le biogaz et le biométhane ne sont pas exactement la même chose. Le biogaz est produit à partir des déchets organiques, des matières organiques, des déchets industriels, agroalimentaires, déchets ménagers, les stations d'égout d'épuration. Le processus il s'appelle méthanisation, donc sous l'action des micro-organismes anaérobies. On obtient un gaz qui est composé entre 40 et 50% de CO2. 50 et 60% du méthane et des impuretés qui peuvent être présentes comme le sulfure d'hydrogène, le siloxane, l'ammoniac, etc. Donc ce biogaz, il ne peut pas être injecté directement dans le réseau. Il est nécessaire de faire un traitement, ce qu'on appelle épuration du biogaz. On obtient un biogaz épuré, donc après l'élévation du CO2, des impuretés présentes, des vapeurs d'eau, etc. Donc on obtient un biogaz qui est composé majoritairement du méthane, jusqu'à 95% du méthane, et là il s'appelle biométhane. Ce biométhane, il peut être tranquillement injecté dans le réseau sans souci, sans modification ni sur les infrastructures de transport et de stockage, ni des modifications sur les appareils. Il est compatible avec tous les appareils. Voilà. Ce biométhane, ça c'est très important, contrairement à ce qu'on disait sur le biofuel où il y a une petite adaptation qui n'est pas énorme, mais il y a quand même une petite adaptation à faire sur les machines. Biométhane, il n'y a rien à faire, c'est la même molécule. C'est le méthane, c'est la même molécule, malgré ça, il y a des impuretés qui peuvent être présentes. En fait, les processus d'épuration du biogaz ne sont pas efficaces à 100%. Donc on continue à avoir des traces des impuretés. Ils respectent les consignes réglementaires et normatives, mais ils peuvent avoir des impacts sur les appareils à long terme. Et nous, au CETIA, on a réalisé un projet en 2019 qui vise à évaluer l'impact du siloxane particulièrement sur les chaudières. On a réalisé des essais d'endurance sur 6 chaudières pendant 15 mois qui correspond à 15 ans de fonctionnement. Et on a montré que le siloxane, il va se transformer en oxyde de silicium et qu'on va les trouver dans le corps de chauffe et qui va impacter aussi les composants brûleurs. Mais aussi, on a montré que l'entretien annuel obligatoire réalisé sur les appareils suffit pour retrouver les performances initiales des appareils. Bon, donc côté maintenance, ça va encore en renforcer l'importance. Au-delà donc de ce sujet biogaz, une des voies d'avenir de la chaudière, c'est évidemment le couplage avec la pompe à chaleur, ce qu'on appelle l'hybridation. La pompe à chaleur assure le chauffage et pourquoi pas la production d'eau chaude sanitaire la plupart du temps. Et puis la chaudière, qu'elle soit gaz ou fioul, prend le relais quand les températures extérieures notamment baissent et que le rendement de la pompe à chaleur n'est plus au rendez-vous. Et ça a évidemment un très gros intérêt pour soulager le réseau électrique et éviter les tensions. Emmanuel Ampeau, cette hybridation, vous y croyez avec le biofuel? Est-ce que ça permet de répondre à la problématique, vous en parliez en début d'émission, la maison à la campagne, pas très bien isolée, un peu grande, hybridée, ça peut faire partie des réponses ? Bien sûr, l'hybridation, c'est finalement le mariage du meilleur de deux mondes. On a une pompe à chaleur qui va fonctionner dans ses spécifications techniques lui permettant d'être efficace à certains moments, à certaines saisons, et on a à l'inverse la possibilité de passer sur une énergie liquide de chauffage, dans l'idéal du biofuel, lorsqu'il y a des pointes de froid par exemple, ou lorsqu'il y a des soucis d'approvisionnement électrique. Donc on a finalement un système efficace qui apporte toute satisfaction aux clients. Et surtout, moi l'intérêt que j'y vois, c'est la possibilité d'une décarbonation totale. Ce qui est vraiment c'est la marche d'après, mais c'est celle vers laquelle tous on souhaite aller. Décarbonation totale avec pompe à chaleur plus F100. Pompe à chaleur plus F100, absolument. Si on, compte tenu de la durée de vie de ces matériels, on est légitime à se projeter aussi loin. Pascal Housset, c'est forcément vers vous que je me tourne sur ce sujet. Vous êtes un grand défenseur de l'hybride. Pourquoi ? Quel intérêt vous voyez en tant qu'installateur, pour vous, mais surtout pour vos clients,
à cette association des deux mondes? Ça a été dit, en fait, voilà, c'est le couplage de ces deux solutions décarbonées. On n'est pas sur un nouveau système, parce que parfois on nous dit c'est nouveau. Non, ça fait une bonne quinzaine d'années aujourd'hui que les systèmes fonctionnent. Pour ma part, dans mon entreprise, on a installé déjà il y a 15 ans des systèmes hybrides fuel, des systèmes hybrides gaz, et c'est des machines qui fonctionnent toujours parfaitement bien. Alors on n'avait pas encore les biofuels à nos dispositions, mais on est en train de voir pour modifier justement nos systèmes et les passer en biofuel pour le parc existant. Donc tout ça pour dire que, ça existe déjà depuis plus d'une décennie, que les produits vieillissent plutôt bien. Et le fait, on s'aperçoit, alors c'est sous contrôle du CETIAD qui a peut-être fait des essais en ce sens, mais il commence à avoir des statistiques qui démontrent que lorsqu'on a un système hybride, en fait, on a moins d'usure sur la PAC et moins d'usure sur la chaudière du fait qu'on a ce double usage et qu'avec un bon entretien, bien évidemment, il doit y avoir une maintenance faite chaque année de bonne façon, on a des produits qui sont dans la durée et là on a pour preuve le parc qui fonctionne et ça aujourd'hui avec aussi une simplicité de mise en œuvre, c'est-à-dire que là aussi les industriels ont fait un gros travail pour accompagner nos installateurs à avoir des systèmes avec des mises en œuvre aussi bien sur la partie hydraulique, électrique, etc., qui permettent de simplifier et de limiter aussi le coût pour le maître d'ouvrage final. Donc un bon système avec deux énergies qu'on peut décarboner, donc la partie élec et la partie biogaz ou la partie biofuel qui peut être sur la partie chaudière. Donc on croit beaucoup à ce système-là dans la durée. Et un possible arbitrage aussi entre les coûts des énergies, c'est-à-dire que dans un monde où on sait que l'électricité va être de plus en plus volatile, ça va rejaillir sur les contrats, ça commence à arriver, je pense notamment au contrat EDF Tempo, là, avec ces 4 tranches dont la dernière est extrêmement chère, ça veut dire qu'au moment où les prix de l'électricité seraient très chers, potentiellement le client peut rebasculer sur biogaz ou biofuel pour modérer sa consommation. Je dirais même on rend service à Enedis, puisqu'on est capable d'assurer des périodes d'effacement. Pour ceux qui ont connu certains types d'abonnements qu'on a connus par le passé avec le fuel, donc on avait des contrats effectivement avec 22 jours qui étaient plus chers pour la partie électrique l'hiver. Et bien là on laisse une grande souplesse finalement aux particuliers en fonction des variables de prix d'énergie. D'ailleurs, on a même des régulations aujourd'hui qui sont capables de piloter en fonction des coûts énergétiques. Donc beaucoup de souplesse, avec un maintien surtout, et on ne le cite pas assez, le confort des usages, chauffage au jour sanitaire. Donc il ne faut pas oublier quand même que les fondamentaux quand même de nos métiers, c'est quand même d'apporter, de proposer ce confort aux particuliers, notamment qui ont ces types d'équipements. Alors quand même un des sujets sur cet hybride, c'est la TVA, parce qu'on sait qu'elle est passée à 20% sur les chaudières en début d'année. C'était le cadeau de Noël empoisonné du gouvernement. Elle est à 5,5% sur les pompes à chaleur en rénovation. Alors l'hybride, c'est à 20, c'est à 10, c'est à 5,5. Comment ça se passe aujourd'hui et à quoi vous appelez? Aujourd'hui, la TVA, elle est à 5,5. Lorsqu'on vend une pompe à chaleur hybride, que ce soit une hybride fuel ou une hybride gaz, aujourd'hui, elle est à 5,5. Il est important, et je pense qu'autour de la table, on est assez d'accord avec ça, que la partie de la complémentarité d'une énergie fuel gaz soit absolument bio. Puisque si on veut maintenir cette TVA à 5,5 sur ces systèmes hybrides, il faudra que la partie gaz ou fuel soit systématiquement bio dans son contrat pour pouvoir maintenir et justifier auprès du gouvernement cette capacité à avoir un système global décarboné. Donc c'est pour ça aussi que vous soulignez l'importance des contrats gaz vert, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir montrer à la puissance publique qu'éventuellement, ok, j'ai bénéficié d'une TVA à 5,5, mais regardez, mon contrat d'approvisionnement gaz, c'est du gaz vert. Si ce n'est pas le cas, éventuellement, je perds le bénéfice de ma TVA. C'est traçable, ça, c'est facile? Oui, c'est traçable. Ça nous a été confirmé il y a quelques mois, puisqu'on se posait la question justement de la capacité à pouvoir tracer et justifier effectivement ce verdissement de l'énergie côté gaz. Et aujourd'hui, on sait que c'est tout à fait possible. Il y a les outils, en tout cas, qui nous permettent de suivre et de tracer effectivement cet usage, et qui va de toute façon dans l'intérêt de décarboner les systèmes. Alors,
ça nous amène aussi un petit peu au-delà du résidentiel. On a beaucoup parlé de cette maison à la campagne, on a parlé pas mal de résidentiel. Le biofuel peut avoir éventuellement d'autres usages. Emmanuel Ampeau, je me tourne vers vous dans l'industrie. Est-ce que vous ressentez que dans une démarche de décarbonation, des industriels pourraient s'intéresser à ce produit ? Alors, c'est pas pourrait, il s'intéresse déjà à ce produit. Alors, pour une bonne et simple raison, Alexandre Witkowski l'a rappelé tout à l'heure, c'est que les fabricants de brûleurs constatent avec satisfaction que le biofuel fonctionne très bien, quelles que soient les puissances des brûleurs, et y compris sur les grosses puissances. Et finalement, on s'est aperçu que des usines, principalement, qui avaient cette volonté, souvent dans le cadre d'une démarche RSE, d'améliorer leur bilan carbone, pouvaient tout simplement passer sur du biofuel et, à partir de là, décarboner une partie de leur consommation, soit directement chauffage de l'usine et confort dans l'usine, soit aussi process de production. Donc il y a vraiment un véritable intérêt. C'est un petit peu un débouché inattendu au départ. Nos entreprises n'y ont pas pensé immédiatement. Mais il y a un véritable engouement sur ces solutions biofuel. Surtout que la décarbonation de l'industrie, ça a été un mot-clé. Ça peut le rester d'une certaine façon, mais on est quand même dans un moment économique où il y a des contraintes qui sont peut-être plus fortes qu'il y a 3 ans sur les finances publiques pour aider et puis sur la capacité d'investissement des industriels. Donc ce que vous décrivez, c'est une décarbonation à moindre coût. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans « je refonds complètement mon process industriel en millions d'euros », on est dans « je bascule d'un fuel fossile à un biofuel », ce qui finalement a peut-être un surcoût, mais qui est quand même nettement plus modéré. Un surcoût modéré et surtout une facilité technique, parce que lorsque vous êtes une usine installée en zone périurbaine ou en zone rurale et que vous n'êtes pas raccordé ni à des réseaux de chaleur ni à un réseau de gaz, finalement la solution biofuel, elle est la plus facile et la plus pertinente, au-delà de l'aspect du coût simplement. Alexandre Witkowski, vous parliez d'une gamme qui s'étend jusqu'à 2 MW. En standard, mais on va jusqu'à 80 MW par brûleur sur la gamme complète. Alors, est-ce qu'il y a aussi un intérêt de la part des réseaux de chaleur, puisque c'est quand même un sujet qui est très à la mode. On sait qu'il y a une part résiduelle des réseaux qui est au fuel. Est-ce que la conversion, ou au gaz, mais est-ce que la conversion de ces réseaux vers le biofuel vous paraît intéressante et déjà en partie entamée ? Aujourd'hui, on travaille activement sur ce domaine-là, donc pour passer effectivement des réseaux et contribuer à augmenter le taux de renouvelable à l'intérieur de ces réseaux de chauffe. Le biofuel est une réponse possible. Aujourd'hui, il n'existe que le bois, on va dire, qui nécessite la construction d'une nouvelle chaudière, d'équipements, voire de bâtiments même, pour pouvoir gérer ce chauffage au bois. Aujourd'hui, le biofuel est clairement une alternative, je dirais peu onéreuse, pratique à mettre en place pour ces réseaux de chauffe, parce que si on arrive aujourd'hui à proposer des brûleurs au biofuel, on peut réutiliser des chaufferies existantes, qui étaient soit au fuel, soit au gaz, repositionner un brûleur donc, qui fonctionnera au biofuel. Et je pense que dans les prochaines semaines, on aura les premiers résultats à montrer. Quel teasing! Et là encore, il y a une question de TVA, puisque dans les réseaux de chaleur, la part de renouvelable fait varier la TVA. Exactement. Au-delà de 50%, c'est 5,5% de TVA. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour les réseaux de chauffe aujourd'hui. Merci à tous. On arrive au terme de cette émission. Donc on aura compris que la chaudière n'a pas dit son dernier mot, qu'elle fonctionnera au F100 ou au gaz vert, mais qu'en tout état de cause, sa route de décarbonation est largement entamée. Merci à tous les 4. Merci à vous. Merci.